Nous sommes à l'observatoire de Lowell à Flagstaff en Arizona. En 1930, on y repère pour la première fois la planète la plus éloignée de notre système solaire, Pluton. C'est l'astronome Clyde Tombaugh qui fait cette découverte. Il a 24 ans. Tombaugh réussit cet exploit en photographiant systématiquement de grandes régions du ciel sur des plaques en verre. Pendant plusieurs nuits, il prend en photo 2 fois de suite chaque partie du ciel. Puis, en plissant légèrement les yeux, il compare les 2 clichés. S'ils sont identiques et qu'aucun astre n'a bougé, il ne s'y intéresse pas, car seuls les objets à l'intérieur même du système solaire se déplacent devant le fond d'étoiles en arrière-plan. C'est ainsi qu'après 6 mois d'observation, il voit un point qui a bougé, c'est Pluton. Pluton et son satellite Charon ont à eux deux une masse inférieure à 1/5 de celle de notre Lune. Ce sont 2 petits mondes de méthane et d'eau gelés dans l'obscurité des confins du système solaire. Pluton et son satellite sont en moyenne 40 fois plus éloignés du Soleil que notre Terre. Plus loin encore se trouve le nuage d'Oort, une sphère composée de débris de glace qui enveloppe le système solaire. Mais en revenant en arrière, il existe un autre réservoir rempli lui aussi de débris de glace, la ceinture de Kuiper. Pluton, avec son orbite très excentrique, pourrait bien provenir de cette ceinture et ne pas être une planète à part entière. Pluton est un mélange de roches et de glace, tout comme les comètes qui nous arrivent de la ceinture de Kuiper ou du nuage d'Oort. Voici la comète Hyakutake, observée en 1996. Son noyau est une sorte de boule de neige sale de 3 km de large, mais sa queue s'étend sur des millions de kilomètres. Quand une comète s'approche du Soleil, elle développe une double queue. La partie jaune est formée de poussière et la partie bleue de gaz. La queue gazeuse peut se détacher sous l'action du vent solaire qui souffle en rafale. C'est le vent, auquel il faut rajouter la pression du rayonnement solaire, qui repousse les queues de comètes à l'opposé du Soleil. Cachons le disque solaire et regardons en accéléré une comète contourner le Soleil. Celle-ci se perd dans le Soleil. Les comètes sont les vagabondes du système solaire. Certaines se déplacent, décrivant d'hasardeuses orbites elliptiques, passant à toute allure devant les planètes. Telles des kamikazes, elles plongent vers le Soleil et meurent. D'autres ne font que l'effleurer. Jupiter représente un véritable danger pour les comètes. Celle-ci est détournée de son orbite solaire, puis capturée par l'attraction de la planète géante. La comète, fragile mélange de glace et de poussière, s'approche d'elle à moins de 50 000 km. Elle en paie le prix. Jupiter l'a brisée en plus de 20 fragments, mais ce n'est qu'un début. La comète, nommée Shoemaker-Levy 9, va devenir le plus grand spectacle céleste du siècle. En plongeant vers Jupiter, elle bombarde de toutes parts l'épaisse atmosphère de la planète gazeuse. C'était en juillet 1994. Chaque fragment a créé des ondes de choc aussi grosses que la Terre. Voici l'instant de l'impact. Plus bas, à gauche, un panache s'élève à plus de 1000 km de hauteur. La plus célèbre des comètes est celle de Halley. Depuis des siècles, elle rend visite à nos cieux tous les 76 ans environ. Quand il l'aperçoit, en 1301, le peintre italien Giotto en fait son étoile de Bethléem. En 1066, la tapisserie de Bayeux raconte la conquête de l'Angleterre par les Normands.
la comète est présente, témoin de l'histoire. Après le dernier passage de la comète de Halley, mais le premier depuis l'ère spatiale, c'est nous qui sommes allés lui rendre visite grâce à une sonde appelée Giotto envoyée par les Européens. Au milieu d'une armada internationale, c'est la mission la plus ambitieuse. Car Giotto doit traverser la coma, c'est-à-dire le nuage qui entoure le noyau. Nous sommes en 1986. Voici les images. Un noyau qui a la forme d'une cacahuète de 16 km sur 9. Vaporisés par la chaleur du soleil, les gaz et les poussières s'échappent de la surface. La lumière éblouissante rend la vision difficile, mais la surface du noyau de Halley que l'on devine est couverte de carbone noir. La coma, nourrie par des jets de gaz, développe une chevelure d'1 million de kilomètres bien plus grande que le soleil. Ces rochers glacés font partie de la ceinture de Kuiper, un disque de débris rocheux qui se situe au-delà des planètes. C'est de là que vient la comète de Halley, probablement bousculée par un changement dans l'interaction gravitationnelle du Soleil et des étoiles voisines. Halley a eu de la chance. L'attraction solaire l'a fait tourner autour du Soleil au lieu de la faire chuter directement dedans. Mais Halley est maintenant prisonnière d'une orbite qui l'emmène au-delà de Neptune pour revenir vers le Soleil, puis repartir en direction de Neptune, et ainsi de suite. Halley parcourt son orbite en 76 ans. Les comètes qui ont des périodes plus longues arrivent de bien plus loin, comme celle de Hale-Bopp, la plus spectaculaire que l'on ait vue en cette fin de siècle. « 1997, c'est l'année de Hale-Bopp. En gros plan, voici son noyau en rotation avec ses 40 km de large crachant du gaz et des poussières. Ils jaillissent de l'hémisphère chauffé par le soleil, s'allumant et s'éteignant en fonction de la rotation du noyau. En s'approchant du soleil, Hale-Bopp perd 1000 tonnes de poussière et d'eau par seconde. Mais dans le froid, aux confins du système solaire, la comète reprend sa forme initiale, sans chevelure, elle redevient inerte. Dans l'histoire, les hommes ont toujours vu les comètes avec une chevelure, et ils les ont également souvent associées à la mort et à la destruction. Mais avoir peur des comètes n'est pas complètement absurde. Aujourd'hui, elles sont étudiées de très près par les scientifiques. Si Hale-Bopp avait percuté la Terre, nous serions tous morts. Mais ceci est une autre histoire. La sonde spatiale Stardust part à la rencontre de la comète Wild 2. À la manière du papier tue-mouche, ces instruments vont collecter des échantillons pendant que Stardust traversera sa chevelure. Mais à la différence de Giotto, qui n'a fait que nous envoyer des données, Stardust, elle, doit ramener sur Terre sa précieuse récolte. Isolé dans une capsule capable de résister au choc brûlant de la rentrée dans notre atmosphère, voici un précieux colis qui nous vient de loin, bien au-delà des planètes. Récupérés après l'atterrissage de Stardust dans les vastes étendues polaires, les échantillons de Wild 2 seront uniques. C'est la première fois que des scientifiques examineront des particules demeurées intactes depuis la naissance du système solaire. Le nuage d'Oort se situe à 1/3 de la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche. C'est lui qui nous envoie ces messagères du passé, les comètes.